Le candidat de l'opposition Martin Fayulu, arrivé mercredi à Kinshasa, a lancé officiellement sa campagne présidentielle. Le 23 décembre, les électeurs choisiront un successeur au président sortant, Joseph Kabila. Au Cameroun, l'ONU s'est dit profondément préoccupée par l'aggravation de la violence dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. 8 élèves et 13 religieuses ont été récemment enlevés. Des dizaines de migrants qui refusaient de quitter un cargo qui les avait secourus au large des côtes libyennes ont été forcés mardi de débarquer. Une opération des services de sécurité libyens. C'était là le sommaire de ce journal. Bienvenue, bonjour. Le candidat de l'opposition, Martin Fayulu, arrivé dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, a lancé sa campagne présidentielle. Le 23 décembre prochain, les électeurs choisiront un successeur au président sortant Joseph Kabila Kabange, qui est resté constitutionnellement au pouvoir en tant que leader intérimaire, même si son deuxième et dernier mandat a pris fin il y a presque 2 ans. Mais c'est l'avenir du pays, de mon pays qui est en jeu. Et c'est le développement, la prospérité du Congo demain. L'état d'esprit est que nous devons à tout prix arracher l'alternance démocratique. C'est-à-dire, pour arriver à ça, il faut les élections. Mais lesquelles élections? C'est notre objectif, c'est des élections crédibles, c'est-à-dire élections avec bulletin papier et sans machine à voter, avec un fichier clair, nettoyé. Mais le message est qu'il y a un candidat commun et vous voyez, tous les groupes qui composent l'opposition sont là. Les candidats communs sont là, je suis là, je représente ces groupes. Je suis un porte-parole, un porte-étendard pour les élections crédibles, transparentes et apaisées et pour assurer la prospérité au Congo. C'est le même message que celui du peuple congolais qui veut qu'il y ait de bonnes élections et le 23 décembre des élections sans machine à voter, l'élection avec un fichier électoral corrigé. La victoire finale, elle sera la nôtre, celle du peuple congolais contre un oppresseur, M. Kabila et son régime. Voilà. C'était là les propos du candidat Martin Fayulu et l'un de ses soutiens, Adolphe Muzito. On reste en République démocratique du Congo où le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, a officiellement lancé la campagne électorale. Ce débarrage de la campagne intervient à quelques 32 jours des élections prévues donc le 23 décembre prochain. On revient sur cette actualité à travers ces images. Après 2 ans de report, d'attente et de tension, la campagne pour les élections du 23 décembre prochain s'ouvre en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, a officiellement lancé cette campagne ce mercredi lors d'une rencontre majorité-opposition à l'Assemblée avec un jour d'avance sur le calendrier électoral. La campagne doit prendre fin le 21 décembre à minuit, 2 jours avant les élections présidentielles, législatives et provinciales à un tour. L'enjeu est historique. Ce scrutin entend permettre une première transmission du pouvoir sans effusion de sang depuis l'indépendance en 1960 de ce pays. 21 candidats briguent la succession du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans. Plus de 40 millions d'électeurs ont été enregistrés par la commission électorale qui a acheté quelques 106 000 machines à voter à une société sud-coréenne pour les 3 scrutins. L'opposition congolaise aborde la campagne en ordre dispersé après un très éphémère accord à Genève sur la candidature commune de Martin Fayulu. Face aux divisions de l'opposition, le camp du président Joseph Kabila se présente en ordre de bataille autour du dauphin Emmanuel Ramazani Shadari. Je l'annonçais en titre au Cameroun, l'ONU s'est dit profondément préoccupée par l'aggravation de la violence dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du pays en conflit armé. 8 élèves et 13 religieuses ont été récemment enlevés dans cette zone avant d'être libérés contre rançon. Dans un communiqué rendu public mardi, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a noté une aggravation de la violence dans les régions anglophones du Cameroun, une zone en conflit armé. Au cours des 2 dernières semaines, 8 élèves et un professeur d'école ont été enlevés à Kumba, dans le sud-ouest, et au moins 13 religieuses non loin de Ndop, dans le nord-ouest, selon l'ONU. Mais ils ont tous été libérés par la suite, après que certains parents eurent payé des rançons
et que le diocèse catholique de Kumba fut intervenu. Le communiqué note en outre que les forces de sécurité auraient procédé à un certain nombre d'exécutions extrajudiciaires. Le 20 octobre à Ran, dans le nord-ouest, 4 villageois auraient également été tués par l'armée lors d'un affrontement avec des groupes sécessionnistes armés. L'ONU a appelé les séparatistes à s'abstenir de recourir à la violence et l'armée à répondre aux doléances de longue date des communautés de ces régions par le dialogue. Les autorités qui qualifient les séparatistes de terroristes ont procédé depuis début 2018 à un important déploiement de forces de sécurité pour rétablir l'ordre. Selon des sources concordantes, des bandes armées qui rackettent les populations et les entreprises se sont ajoutées aux séparatistes armés. On reste au Cameroun où à Douala, capitale du pays, les populations ont des difficultés pour passer sur l'axe routier Niala-Château, carrefour Logbaba, situé dans le 5e arrondissement, en raison de son impraticabilité. Un axe de contournement qui relie le stade devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019 au reste de la ville. Selon une autorité locale, l'entreprise chargée des travaux attendrait toujours le financement. Le point avec notre correspondant sur place, Narcisse Oum. L'axe routier allant du lieu d'Ignala-Château au carrefour Lobaba dans le canton Bakoko est devenu depuis des mois un véritable parcours de combattants pour les automobilistes et les populations de la capitale économique sous le regard des autorités de la ville de Douala. Des grosses flaques d'eau devenues des piscines olympiques boueuses ont plusieurs fois fait nager des passagers à bord de motos après un soubresaut violent dû au pire état de la route, causant l'hilarité des populations devant ces situations sordides, quoique insolites. On nous appelle ici les citoyens de Mado, puisque nous sommes habitués avec les Mado ici. On se demande si ici il y a un chef de quartier, ou si on se demande si l'autorité est même au courant que nous souffrons ici depuis des années. Les files interminables de véhicules et des engins à 2 roues s'alignent chaque jour sur ce tronçon, cherchant chaque fois le côté le moins amoché, ce qui provoque des bouchons. Malgré le fait que la circulation soit régentée par les forces du maintien de l'ordre. Pour ce qui concerne principalement ce tronçon, le marché a été attribué et également dans le but de faciliter la mobilité urbaine par rapport à l'accès au nouveau stade de Jacoma que vous connaissez. Mais jusqu'ici, les choses traînent et quand nous avons essayé d'investiguer, l'entreprise qui a gagné le marché dit à haute et intelligible voix qu'ils attendent les financements pour commencer. Et entre-temps, les populations souffrent. Et pour pallier à cette situation, les populations qui vivent près de cette route sont parfois obligées de verser des pierres et de la latérite aux grandes dames de leur poche. Un état de choses qui décourage bon nombre d'automobilistes à passer sur cet axe routier, causant ainsi des engorgements interminables sur d'autres routes de la ville de Douala. En attendant, le chemin de croix se poursuit sur l'axe Niala-Château, carrefour Lobaba. En Zambie, la police a interrogé le chef de l'opposition Hakainde Hichilema. Il est accusé d'avoir alimenté les attaques contre des ressortissants chinois. Les précisions. Pour avoir soi-disant attisé les attaques contre des ressortissants chinois, le chef de l'opposition Hichilema a été interrogé ce mardi par la police zambienne. Il a été accompagné au poste de police de Ndola, la capitale de la Copperbelt, par le député Geoffroy Mwamba, un groupe d'avocats, et par Chishimba Kwambwili, porte-parole du parti au pouvoir, le Front patriotique au pouvoir. Selon le chef de la police de la province de Copperbelt, Hichilema, du Parti uni pour le développement national, avait été interrogé après avoir affirmé que le gouvernement avait vendu une entreprise de bois d'État aux intérêts chinois, provoquant des manifestations dans les rues de Kitwe, la deuxième ville de Zambie. Lors des manifestations, certaines entreprises chinoises ont été pillées, de même que des dizaines de manifestants arrêtés. Il a décidé de garder le silence, ce qui est son droit. Nous demandons au public de ne pas s'en prendre aux étrangers qui sont venus investir dans notre pays. Après sa libération, Hichilema a déclaré à la presse qu'il s'agit de défendre les intérêts de la population zambienne. Selon moi, cela a été fait par des professionnels. Nous en sommes certains. Le sentiment anti-chinois en Zambie a grandi suite à l'attribution de contrats lucratifs à la Chine et à des emprunts du gouvernement de Beijing.
Plusieurs dizaines de migrants qui refusaient depuis le 10 novembre de quitter un cargo qui les avait secourus au large des côtes libyennes ont été forcés mardi de débarquer dans le port de Misrata par les services de sécurité libyens. Certains migrants auraient été blessés lors du débarquement forcé et transférés vers un hôpital public. Dans un communiqué, l'ONU a regretté la tournure des événements à Misrata où 79 réfugiés et migrants restés à bord d'un cargo ont été forcés de débarquer par les services de sécurité libyens. Certains migrants auraient été blessés lors du débarquement forcé et transférés vers un hôpital public. Les autres ont été conduits à un centre de rétention de la ville. L'ONU a jugé regrettable que les efforts de la médiation entrepris n'aient pas abouti à un règlement pacifique en référence à la mobilisation de plusieurs organisations comme le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Plus de 90 migrants, dont des enfants et des nourrissons, ont été secourus le 8 novembre dernier par un navire marchand battant pavillon panaméen, le Nivin. Depuis leur arrivée à Misrata le 10 novembre, ils ont refusé de quitter le bateau par crainte de mauvais traitements en Libye, à l'exception de 14 personnes, dont un bébé de 4 mois, qui ont accepté de débarquer jeudi. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé leur débarquement forcé, considéré comme la pire issue possible à la demande désespérée des personnes à bord du Nivin d'éviter une détention inhumaine en Libye. Selon le HCR, ces migrants sont originaires d'Éthiopie, d'Érythrée, du Soudan du Sud, du Pakistan, du Bangladesh et de Somalie. Au Bénin, comme à son habitude, l'ambassade des États-Unis est aux côtés des associations et ONG. Elle a, mardi dernier, apporté un appui technique et financier à l'association USB-WA. Objectif, renforcer la capacité des jeunes à travers le coaching et le mentoring pour l'éclosion du potentiel de la jeunesse béninoise. Un projet You Can Do It Too, ou Tu peux le faire aussi, voit ainsi le jour avec comme objectif d'autonomiser des jeunes. Suivons un extrait de propos pour plus de précision. Le projet You Can Be Too a prévu de faire 950 jeunes, de 950 jeunes des leaders qui croient en leur potentiel, qui croient en leur capacité, qui savent se focaliser sur leur vision, se fixer des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Des jeunes qui ne se laissent détourner ni par la facilité, ni par les difficultés. 950 jeunes dans 6 communes du Bénin apprendront donc de l'expérience d'une trentaine d'anciens boursiers des différents programmes, hommes et femmes, et recevront une formation de base sur le leadership et l'élaboration et le suivi d'un plan de vie. Avec ce programme, nous voulons que les participants peuvent partager leur histoire de réussite et les possibilités d'avancer avec les autres Béninois, surtout avec les Béninois de septentrion qui peuvent penser que c'est impossible. Un tel projet pour renforcer l'engagement de poste auprès de la communauté des anciens boursiers. Nous jugeons que c'est important qu'après avoir bénéficié d'un programme à l'extérieur ou à l'intérieur du projet, que nous puissions permettre à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, à nos amis qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que nous, de savoir ce que nous avons été faire, en quoi nous avons été formés. C'est donc de notre devoir de restituer ce que nous avons appris aux autres. Et ce sera tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.